considérer une conférence et un débat. Conférence-débat. Pour ceux qui ne le savent pas, mais tout le monde aussi le connaît, Nico est donc un des fondateurs de l'APEC, l'Association pour une école démocratique, qui pour moi, depuis des années et des années, fait un travail assez admirable. Lui-même, Nico a écrit beaucoup d'études, d'articles, et édité beaucoup de livres sur l'enseignement en général, et plus particulièrement la marchandisation, l'enseignement, les inégalités, tous les champs possibles de l'enseignement. Il y en a un qui m'a frappé, c'est l'école et le capital, 200 ans de bouleversement et de contradiction. Vous ne connaissez pas. Donc voilà. Merci Nico, c'est le CLP qui organise. On parle tous quasiment du CLP, mais enfin je rappelle quand même que pourquoi est-ce qu'en fait se poser la question de savoir pourquoi est-ce que le CLP et la libre pensée en général s'intéressent de si près à l'enseignement. J'ai envie de répondre ici, qui intéresse d'autant plus que les églises s'y intéressent pour contrôler les consciences, et nous on aimerait bien influer pour la liberté de conscience. Voilà. Pour revenir à un enjeu, oui, plus particulièrement, et ça Nico c'est pour toi, cette conférence débat s'insère un peu aussi au niveau d'une campagne mondiale de l'Association internationale de libre pensée qui a organisé, c'était en avril, je crois, passé, un colloque international, une rencontre internationale sur la liberté de conscience dans l'enseignement à l'échelle européenne et mondiale. Voilà. Pour réactualiser l'enjeu actuel, et pourquoi est-ce qu'on a invité Nico à faire des documentations, c'est parce qu'évidemment, et ça l'invitation est assez claire, c'est la question du réseau unique qui, d'un point de vue politique, est très présente. On est plusieurs parmi nous à avoir été, c'était le 7 juin, à une rencontre bicale avec tous les représentants politiques chargés de l'enseignement francophone, bien sûr, avec le PTB, seul parti bilingue. C'était très intéressant, on va peut-être en discuter. Et donc l'enjeu actuel, c'est le réseau unique. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour nous, si le réseau unique consiste à créer un enseignement laïque, public et gratuit, ça nous conviendrait. Mais Nico est là pour un peu nous éclairer sur toutes ces questions du réseau unique et de l'enseignement général, son expérience, sa vision des choses. Et tout ça, donc voilà. Nico, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Non. Une question, de combien de temps disposons-nous? Oui, pardon, tu fais bien de... Voilà, moi j'ai terminé mon introduction, donc je pense que 45-50 minutes, ça te convient. Et puis, bon, ben, c'est un débat, comme d'habitude, je préside. On fera 2 ou 3 tours de parole avec l'inscription et réponse de Nico chaque fois. Mais étant donné qu'on n'est pas excessivement nombreux, je propose que vous n'attendiez pas la fin pour poser vos questions ou faire des remarques. On peut les faire en cours d'exposé. On peut faire une discussion en bâton rond comme ça. Et dès que vous avez des questions, des observations, n'hésitez pas. Si c'est un point que j'ai prévu d'aborder plus tard, je vous dirai attendez, on dit bien, et sinon on en discute tout de suite. Ça va? On fait comme ça? Ça c'est pour toi, et il y a à disposition pour ceux qui ne l'auraient pas encore, c'est la contribution du Cercle de libre pensée au Congrès de Madrid. Cette contribution va tenter de montrer sur une ligne du temps avant la création de la Belgique à nos jours comment l'Église a utilisé 2 leviers pour contrôler l'enseignement en Belgique et ainsi les bonnes âmes des élèves. Voilà, c'est un document ça. Merci. Bon, avant de commencer, je dois peut-être faire 3 petites mises au point. La première, c'est que, contrairement à ce que tu viens de dire, je ne suis pas expert dans tous les domaines de l'enseignement. Par exemple, dans toutes les questions d'ordre pédagogique, je suis un pédagogue, comme M. Jourdain faisait de la prose, donc je faisais de la pédagogie comme enseignant, mais je n'ai jamais été un théoricien de la pédagogie. Donc je ne suis pas expert en pédagogie. Les sujets sur lesquels moi j'ai travaillé, c'est la question des inégalités sociales dans l'enseignement, et particulièrement dans l'enseignement belge, parce que je rappelle quand même, et je vais le rappeler avec des données tout de suite, que nous sommes un des champions du monde, en tout cas le champion européen, les champions européens des
des inégalités sociales à l'école. Et quand je dis nous, je parle bien de la Belgique et pas spécifiquement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est l'enseignement flamand et francophone. La deuxième chose que je dois préciser, c'est que du coup, je ne vais pas aborder la question des réseaux sous tous ses aspects. Il y a des aspects philosophiques à la question des réseaux, il y a des aspects politiques, il y a des aspects historiques et institutionnels. Moi, je vais aborder la question du réseau sous l'angle que je maîtrise le mieux, c'est-à-dire l'impact des réseaux et plus généralement l'impact des marchés scolaires sur l'équité des systèmes éducatifs. D'accord ? C'est une question qui, au premier abord, vous paraîtra peut-être un peu technique, c'est-à-dire qu'il va y avoir pas mal de données chiffrées, des statistiques et des choses comme ça, mais bon, c'est le troisième point. Moi, je suis physicien et mathématicien de formation, et donc j'ai le défaut ou la qualité, comme vous voudrez, de vouloir étayer mon analyse, mon discours, avec des données factuelles et notamment des données chiffrées. Et donc, vous allez avoir quelques statistiques ce soir, hein, je vous préviens, mais j'ai aussi été prof de maths, donc je pense que je suis capable d'expliquer les statistiques, même à un public qui n'aime pas les statistiques, ça devrait aller. Le dernier point, je l'ai déjà avoué tout à l'heure à madame qui est là-bas, je dois vous confesser tout de suite que j'ai fait toute ma carrière dans l'enseignement catholique. Moi, j'ai commencé à travailler en sortant de ma formation à Louvain-la-Neuve. J'ai trouvé un boulot au Sacré-Cœur de Nivelles. D'ailleurs, c'est une histoire assez amusante parce que le Sacré-Cœur de Nivelles, à l'époque, était en lutte parce qu'on venait d'y licencier la déléguée syndicale qui se trouvait être également la compagne c'est un nom qui vous dira peut-être quelque chose, Raymond Coumont. Raymond Coumont, c'était un dirigeant syndical du Brabant wallon, assez très actif, syndicaliste du combat quand même à l'époque, et sa compagne était déléguée syndicale au Sacré-Cœur, et elle avait été licenciée pour des raisons de désaccord avec la direction, etc. Et c'est une petite anecdote comme ça, ça n'a rien à voir avec le sujet, j'aime bien la raconter. Et moi j'avais été mobilisé, parce que j'étais membre de la CSC, des jeunes CSC, j'avais été mobilisé un soir pour aller occuper le jardin du Sacré-Cœur. Et c'était au mois de juillet, on avait été occuper les jardins pour protester contre, donc l'école était fermée, mais pour protester contre le licenciement de cette déléguée syndicale. Et le lendemain, je reçois une lettre du Sacré-Cœur et j'avais constaté que j'avais perdu mon portefeuille dans les jardins. Et le lendemain, je reçois une lettre du Sacré-Cœur, je croyais que c'était une lettre disant qu'ils avaient trouvé mon portefeuille et que malgré mon acte illégal d'occupation, ils consentaient à me le rendre, mais ce n'était pas ça du tout. C'était une lettre disant qu'ils avaient reçu mon CV et qu'ils me proposaient un poste de professeur dans l'école. Et donc j'étais embauché dans l'école que j'avais occupée quelques jours auparavant. Puis j'ai fait toute ma carrière là-bas au Sacré-Cœur, tout en militant tout au long de ma carrière pour un réseau unique, c'est-à-dire la nationalisation sans indemnisation de l'enseignement. Je me plaisais à dire que j'étais comme un ouvrier de Renault qui militait pour la nationalisation sans indemnisation de son entreprise. Bien, j'en arrive au sujet. Réseau, marché scolaire et inégalité éducative. De quoi parle-t-on quand on parle d'inégalité éducative? Un des outils dont on dispose pour mesurer l'équité des systèmes éducatifs, c'est un outil qui n'a pas bonne presse dans les milieux de gauche, ce sont les enquêtes PISA, Programme international pour le suivi des acquis des élèves. Je ne vais pas ici m'étendre sur la validité de PISA. Il y a beaucoup de critiques à faire sur le type de questions qui sont posées dans cette enquête, qui est menée tous les 2-3 ans auprès des élèves âgés de 15 ans. Donc on prend dans chaque pays un échantillon d'élèves, tous âgés de 15 ans. Échantillon tant que faire se peut représentatif. Il n'y a pas de problème au niveau de la représentativité, elle est en général assez bonne. On prend des élèves de tous les réseaux, de toutes les filières d'enseignement, de tous les types d'enseignement, etc. Et on applique des procédures de pondération pour compenser les éventuelles inexactitudes des échantillons. Alors on leur pose un certain nombre de questions, essentiellement dans le domaine des mathématiques, de la littératie
et des sciences. Alors, le choix évidemment de ces trois domaines n'est pas dû au hasard, c'est l'OCDE qui est l'initiateur des enquêtes PISA, et l'OCDE pose des questions dans les trois domaines qui, à ses yeux, sont essentiels pour l'adéquation entre l'enseignement et les besoins de l'économie. C'est pas neutre du tout le choix de ces trois compétences. Ceci étant dit, comme c'est le même type de question qui est posé dans chaque domaine, dans tous les pays, les scores moyens des pays, pour moi, sont très peu significatifs. Ils ne représentent pas grand-chose. On ne peut pas juger de la qualité d'un système éducatif sur cette base. En revanche, on peut partir de l'hypothèse que si un système éducatif était organisé de façon équitable, socialement démocratique, on peut supposer que les différences de résultats à l'intérieur d'un même pays devraient être relativement faibles. Et donc, la mesure des écarts de performance à l'intérieur des pays, à mon avis, c'est un bon indicateur de l'équité, du niveau d'égalité ou d'inégalité sociale dans l'enseignement. Alors, le graphique que vous voyez là, c'est un graphique qui représente pour la Belgique, pour l'ensemble de la Belgique, les scores obtenus par tous les élèves qui ont participé au test PISA en 2012. Donc chaque petit point représente un élève. Et les points sont rangés verticalement en fonction des scores obtenus au résultat PISA. Oui, c'est pas en mathématiques ici. Et donc les scores se mesurent sur une échelle qui va grosso modo de 0 à 1000. Vous voyez que tous les élèves se situent à peu près entre 200 et 800, une exception près. Et l'axe horizontal, c'est un axe qui mesure l'indice socio-économique auquel appartient chaque élève. Bon, cet indice socio-économique, la façon dont il est construit est fort complexe. On tient compte du diplôme des parents, enfin des diplômes des parents, de la profession des parents, mais on tient compte aussi d'une cinquantaine de variables dites contextuelles, parce qu'on ne peut pas demander à des élèves, ce sont les élèves qui répondent aux questions, on ne peut pas demander aux élèves quel est le montant du compte en banque de tes parents ou quel est le montant du portefeuille que tes parents ont au Luxembourg. Oui. Et donc ce sont des procédures dans lesquelles les parents n'ont aucun... Les parents n'interviennent absolument pas, non. Attention, il y a une enquête PISA auprès des parents, mais ce ne sont pas forcément les parents des mêmes élèves que ceux qui... D'accord. Donc il n'y a pas de lien entre le parent qui répond au volet parent de l'enquête et l'élève qui répond, et en général ce sont des élèves choisis et des parents choisis aléatoirement, et ce ne sont en général pas les parents des élèves qui ont... D'accord. Donc moi je parle ici que du volet élève de l'enquête PISA. Et donc cet indice socio-économique, il est construit sur base, donc je l'ai dit, statut professionnel, diplôme, profession, mais aussi des variables contextuelles, genre quelle est la marque de la voiture de ton papa, où avez-vous été en vacances les 3 dernières années, à l'hôtel ou au camping, etc., etc. Donc chacune de ces questions prises isolément n'est pas un très bon indicateur d'appartenance sociale. Mais la combinaison d'une cinquantaine d'indicateurs comme ça donne, et ça il y a des études sociologiques qui le montrent, donne un indicateur tout à fait valide d'appartenance sociale. Bien. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit deux choses. D'abord que le nuage de points, si vous fermez à moitié les yeux, vous voyez ce nuage de points tend à s'élever vers la droite. Et signe que plus on s'élève dans la hiérarchie sociale, plus les scores moyens en mathématiques s'élèvent aussi. Signe donc d'une certaine inégalité sociale devant l'accès aux connaissances ou aux compétences en mathématiques. D'autre part, on voit aussi que c'est pas mécanique du tout. Il y a des élèves qui appartiennent ici. Alors si on prend par exemple l'indice socio-économique 2, l'indice socio-économique 2, c'est au minimum la Porsche Carrera. Donc l'indice socio-économique 2, vous avez beaucoup d'élèves qui sont là dans les 700, mais il y a à l'indice socio-économique 2 des élèves qui sont à 400, voire ici 300 et quelques points en mathématiques. Inversement, si vous êtes entre moins 3 et moins 2, ça c'est le quart monde, c'est même pas sûr qu'on ait encore une roulotte à ce niveau-là, c'est le quart monde. Eh bien, même dans le quart monde, vous avez des élèves qui sont au-dessus de 500 points et qui sont ici au-dessus de près de 600. Donc il n'y a pas de lien mécanique entre l'origine sociale, heureusement, et
on s'y attendait, bien sûr. Il n'y a pas de lien mécanique entre l'origine sociale et les performances en maths, mais il y a un lien statistique. Hein. Et ce lien statistique, ce serait intéressant de pouvoir le mesurer. Alors, une des mesures, c'est l'inclinaison de cette ligne, ce qu'on appelle la droite de régression. Il y a un moyen mathématique un peu compliqué de la calculer. Hein. Disons que c'est la pente moyenne des points. Et plus cette ligne est inclinée, plus on peut dire que la liaison entre l'origine sociale et les performances telles que mesurées par l'enquête PISA, cette liaison est forte, est importante. Inversement, on peut aussi mesurer si les points sont très dispersés ou très resserrés autour de la ligne. Si les points sont très resserrés autour de la ligne, ça veut dire que le lien est plus mécanique, plus automatique. Si les points sont très dispersés, ça veut dire que le lien entre origine sociale et les performances est faible. Une autre façon de le mesurer, plus facile en fait, c'est de diviser les élèves en 4 groupes, ou 5 groupes, ou 10 groupes, peu importe. Ici, on l'a fait avec 4 groupes, ce qu'on appelle des quartiles socio-économiques. Alors, vous avez le quartile le plus pauvre et le quartile le plus riche. Okay. Donc ça, c'est les 25% d'élèves les plus riches, enfin, dont les parents sont les plus riches. Et ça, c'est les 25% d'élèves dont les parents sont les plus pauvres. Et on a mesuré le score moyen en maths pour chacun d'eux. Et ici, vous voyez qu'au quartile 4, la moyenne est à 558. Je me rappelle que la moyenne internationale des points est fixée par convention à 500 points. Et au quartile 1, la moyenne est à 445 points. Donc on a un écart de 113 points. Alors on peut comparer cet écart d'un pays à l'autre. Écart entre les quartiles socio-économiques pour différents pays européens. Et on voit que la France, dans l'enquête PISA 2012, était championne. Ça c'est PISA 2012, mais je pense que les chiffres qui sont là, c'était PISA 2000, le suivant, 2015. Donc parfois, d'une année à l'autre, c'est pas les mêmes sources qui changent parfois un petit peu les données. Mais on est très très stable, nous, VLG, Vlaamse Gemeenschap, FVD, Fédération Wallonie-Bruxelles, on est très stable, on est toujours au sommet. D'accord ? On est toujours, quelle que soit l'année de l'enquête PISA, on est toujours dans les pays les plus inégalitaires. La France, c'est intéressant, la France, il y a, dans les premières enquêtes PISA, se situait là, au milieu. Et d'année en année, la situation de la France s'est dégradée. Il y a un autre pays dont la situation se dégrade d'année en année, c'est la Suède. La Suède, dans les premières enquêtes PISA, se trouvait ici au niveau de la Norvège, de la Finlande. Et la Finlande, la situation s'est un peu dégradée, Norvège pas. Et en Suède, la situation s'est fortement dégradée. Ici, on est en 2012. Tantôt, quand on verra les résultats de 2018, on verra que ça s'est encore augmenté. Donc, on voit que l'écart entre les quartiles socio-extrêmes, chez nous, en Belgique, 112-117 points, est à peu près le double de ce qu'il est dans les pays les plus égalitaires, sur le plan éducatif. Une autre façon, je vous ai dit, la dispersion des points autour de la ligne. Hein, les points sont... Ici, les pays qui ont un score important, ce sont les pays où les points sont plus resserrés autour de la ligne. Et les petits chiffres sont les pays où les points sont plus dispersés. D'accord ? Donc, on peut dire que les pays qui sont ici en bas sont des pays où le lien entre origine sociale et performance scolaire est moins automatique. D'accord ? Alors que plus on s'élève vers le haut, plus il y a une forte détermination entre l'origine sociale et les performances ou les résultats mesurés. Mais on voit que c'est de nouveau le même classement, France, Fédération de Bruxelles, Flandre, et puis on descend. Donc ici on a de nouveau l'Islande, la Norvège, la Finlande. L'Italie parfois aussi est assez étrangement dans les... enfin étrangement, ça peut paraître étrange, Suède, etc. Alors, la Finlande n'y est pas. Si la Finlande y était, C'est bien. Ça c'est étonnant. qu'est-ce qui t'étonne? Parce qu'on citait en exemple le modèle finlandais. Donc, la Finlande est dans les pays où les inégalités sont plus faibles. Oui, oui. Oui. Qu'est-ce qui t'étonne? Mais on mettait ça en exemple d'un système performant. Oui. Mais ça l'est. Ça dépend de ce qu'on appelle performance. Ça dépend du concept de performance. Dans le test, hein, bon. Comment?
Mais sur le plan des inégalités sociales à l'école, de l'équité du système éducatif, la Finlande fait traditionnellement, avec l'ensemble des pays nordiques, pas seulement scandinaves, mais nordiques, Islande, Norvège, Finlande, Suède, et on pourrait ajouter une partie du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, en fait, ici, c'est les résultats globaux du Royaume-Uni. Mais si on distingue l'Écosse, le Pays de Galles et l'Angleterre, l'Écosse, elle est à ce niveau-là, alors que l'Angleterre, elle est plutôt là-bas. D'accord ? Et qu'est-ce qui expliquerait la différence? Alors, on y revient. Les différences, ça va être le résultat. Si je ne suis pas trop... Parce que moi, j'ai un défaut, c'est que plus l'auditoire est petit, plus je deviens bavard. Donc, il va falloir que je me freine parce qu'on ne va pas tenir les 40 minutes. Bien, une première remarque. Quand vous regardez les journaux, après la publication des résultats PISA, ce que les journaux nous montrent en général, c'est ça. C'est-à-dire, ils nous montrent les classements moyens des pays, les scores moyens de chaque pays au test PISA. Alors, premièrement, j'ai déjà dit, ces tests moyens, enfin, les scores moyens, pardon, pour moi, il faut les prendre avec beaucoup de pincettes quant à leur validité comme instrument de mesure de la qualité de l'enseignement. Mais deuxièmement, vous voyez que tous les pays sont à peu près, en 2012, dans un mouchoir de poche, à une exception près, la Grèce, qui à ce moment-là vient de réduire de 20 à 25% les salaires de ses enseignants. Et d'en mettre, je pense, je ne sais quel pourcentage à la porte, enfin, de licenciés. Mais donc, mis à part la Grèce, on est dans un mouchoir de poche. Un mouchoir de poche, ça veut dire, regardez, entre, où est la Fédération des Bruxelles? Ici, 493 points. Et je ne sais pas si on sait avoir plus de DT. Non, mais c'est juste celle de gauche qui est floue. Hein. Oui. Normalement, je vais quand même essayer d'avoir une image plus nette. Focus. Voilà. C'est bien, non? Ouais. Donc, regardez entre la Fédération de Bruxelles qui était 493 et par exemple l'Autriche qui est à 506, ben, il y a 9 points d'écart. 9 points sur une échelle qui va de 0 à 1000. Ok? Donc ça fait moins d'1% d'écart. C'est un peu comme si, quand on nous dit « Oh, la Belgique a encore perdu 2 places, ou a encore gagné 3 places », ça ne veut rien dire. C'est un peu comme un prof qui comparerait, ou qui dirait d'un élève qui est passé de 12,1 à 12,2 en moyenne, il dira, ouais, il a fait un immense progrès, ou de 12,2 à 12,1, il a reculé fortement. Okay? Donc, mais ici, les écarts, oui. Mais la moyenne des points, du coup, les élèves ne passent pas. Enfin, ils ne réussissent pas, en fait, les élèves, du coup, si je comprends bien. Enfin, pourquoi? Parce qu'on est à 493. Bah oui, c'est en dessous de la moyenne est en dessous de 500. Mais si la moyenne est en dessous de 500, ça ne veut pas dire que tous les élèves sont en dessous de 500. Non, évidemment. Il y a des élèves qui sont au-dessus, il y a des élèves qui sont un peu au-dessus, il y a des élèves qui sont un peu en dessous, et des élèves qui sont forts. Il y en a 50% qui sont en dessous, quoi, du coup. Absolument, ça veut dire qu'à peu près 50% sont en dessous. C'est pas forcément vrai, hein, attention, parce que ça dépend si ceux qui sont au-dessus sont forts au-dessus ou peu au-dessus. Donc, dire que la moyenne est au-dessus, que la moitié est au-dessus et que la moitié est en dessous, ça voudrait dire que la médiane est à 493. Ici, c'est pas la médiane, mais bon, on va pas entrer dans ces détails mathématiques. C'est pas du tout représentatif, du coup, de... Ce que je veux dire, c'est que ce score-là, pour moi, ce classement-là, pour moi, il ne représente pas grand-chose. En revanche, regardez les écarts entre les pays ici. Les écarts en termes d'équité des systèmes éducatifs, eux, ils sont beaucoup plus importants. Ce que je veux dire, c'est que dans la presse, passons par la presse, dans le discours ministériel, quand on discute des scores PISA, on discute de ça. Et on discute très peu de ceci. Or, le résultat, pour moi, le plus intéressant, en termes de mesure de la qualité de notre enseignement, c'est ceci et pas ça. Or, ici, parce que ici, regardez, la Flandre qui récolte en tête, la Fédération de Bruxelles est très médiocre. Et c'est ça que vous allez dire toujours dans le journal. Oh, la Flandre a encore de très bons scores et la Fédération. Oui, mais on est tous les deux champions en inégalité scolaire. Bon, ici, c'est PISA 2018.
vous remarquerez qu'il y a plus de pays. Les graphiques précédents, c'était 2012, c'était seulement les pays d'Europe occidentale. Ici, on a pris tous les pays de l'Union européenne. Et donc, il y a la Hongrie qui s'est ajoutée, qui nous dépasse un tout petit peu, la Slovaquie qui dépasse un petit peu la Fédération de Bruxelles. Remarquez que le score de la Fédération et de la Flandre se sont inversés. La Flandre est devenue plus inégalitaire encore que la Fédération de Bruxelles entre 2012 et 2018. Mais bon, en gros, on est toujours les champions. Alors la question est, pourquoi? Et pas seulement pourquoi y a-t-il des inégalités, mais pourquoi est-ce qu'il y a plus d'inégalités chez nous qu'ailleurs? Pourquoi est-ce qu'il y a des différences entre les pays? Ça va? Alors, il y a toutes sortes d'hypothèses, on n'a pas le temps de les passer tout en vue, mais il y a une première qui devrait peut-être vous arriver à l'esprit, c'est de se dire, peut-être que chez nous, il y a plus simplement d'inégalités entre les élèves, d'inégalités sociales entre les élèves. On peut se dire que les pays où il y a plus d'inégalités sociales entre les élèves, forcément, il y aura aussi plus d'inégalités dans l'école. Il se trouve que quand on regarde, par exemple, le rapport entre les revenus des plus riches et les revenus des plus pauvres, oui, la Belgique se situe plutôt proche de la Finlande, de la Suède, que proche de l'Espagne, de la Grèce, de l'Estonie, etc. Donc on a un système de redistribution fiscale, un système de sécurité sociale qui fait qu'en termes de rapport entre les hauts revenus et les bas revenus, bon, attention, entre les 20% les plus riches et les 20% les plus pauvres, il y a toujours un rapport de 1 à 4 à peu près, ce qui est énorme, et puis ces mesures ne sont pas toujours parfaitement justes non plus, mais il y a d'autres indicateurs, comme on a par exemple, je pourrais vous montrer une statistique de l'indice Gini des fortunes, par exemple. On voit que l'indice Gini des fortunes, qui est une mesure de l'inégalité de distribution des fortunes, nous on est plutôt là aussi proche de la Suède, de la Finlande, plutôt que... Donc c'est pas ça l'explication. Je ne dis pas que notre situation sociale en Belgique est bien, m'interprétez pas mal, mais je dis que cette situation d'inégalité sociale n'est certainement pas l'explication de la plus grande inégalité. Peut-être pas dans ce milieu-ci, mais quand je fais des conférences, parfois, il y a quelqu'un qui lève la main et dit « Oui, mais on a plus de migrants que la Finlande, que la Suède, que la Norvège, et c'est probablement ça l'explication. Les migrants, ils ont forcément des moins bons résultats scolaires parce qu'ils ne parlent pas bien français, ils ne sont pas soutenus par leurs parents, et de toute façon, ils s'en foutent de l'école, etc. Donc, c'est peut-être l'immigration qui serait le facteur explicatif. Alors, je fais un calcul très simple. Oui, tous les graphiques que vous voyez là, c'est les calculs que j'ai fait moi-même. Donc, j'ai la base de données des enquêtes PISA, elle est librement accessible sur le site de l'OCDE, avec un bon appareil, un bon logiciel statistique, et une petite connaissance des statistiques, on peut soi-même construire ces... Ici, vous voyez de nouveau l'écart entre les 25% les plus riches et les 25% les plus pauvres, entre les quartiles socio-économiques pour différents pays européens. Et on voit de nouveau France, Fédération de Bruxelles, Flandre, etc., qui caracolent en tête. Ça, c'est pour tous les élèves. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appliqué le programme de l'extrême droite. J'ai mis tous les élèves issus de l'immigration à la poubelle. Je les ai sortis de la base de données. Et je refais le même calcul. J'ai remesuré les écarts en prenant que les élèves autochtones. Ça change rien. Ça change rien, on est toujours champion. D'accord? Donc même si on prend que les élèves purs, belges, nés, élevés dans la frite et dans la mayonnaise, eh bien, il n'y a rien à faire. On reste les champions des inégalités sociales. Tu as fait l'inverse en prenant uniquement les élèves d'origine immigrée. Oui, tu peux le faire, mais le problème c'est que si tu prends seulement cela, tu tombes sur des échantillons qui sont relativement faibles. D'accord? En termes de statistiques, ici, on travaille sur un échantillon de l'ordre de 3 à 4 000 élèves. Oui, 3 à 4 000 élèves, c'est un bon échantillon pour avoir des statistiques fiables. Et si on prend seulement les élèves issus d'immigration, on a, selon la fédération, si on soit au nord ou au sud, on a 5 à 10% de cet échantillon-là. Et là, avec 5 à 10% de 3 000, on est dans des échantillons qui sont relativement faibles pour tirer des leçons. Mais on l'a déjà fait, hein. Et ce qu'on observe, je n'ai pas fait cette mesure-là pour les élèves issus d'immigration. Oui, parce que il me semble avoir vu
dans un article il y a quelques années que, en fonction du revenu, de l'origine sociale de l'élève, à revenu constant, la famille, donc les élèves d'origine immigrée ont fait le résultat que... Oui. Si on a le temps tantôt, si tu veux, je peux le chercher. J'ai cette statistique sur mon ordinateur. Je ne l'ai pas prévu ici parce qu'il y a déjà trop. Mais il y a effectivement des chiffres qui montrent qu'à origine sociale égale, les élèves issus de l'immigration obtiennent, en Fédération de Bruxelles, en tout cas en Flandre c'est un peu différent, en Fédération de Bruxelles, ils obtiennent à origine sociale les mêmes scores PISA que les élèves, entre guillemets, autochtones. En Flandre, c'est un peu différent. D'ailleurs, on voit, regardez, où est la Flandre, ici, vous voyez que l'écart est un peu plus, ça ne change pas fondamentalement le classement, mais on voit que là, la différence est plus grande que par exemple chez nous. D'accord ? Et vous voyez aussi des pays un peu bizarres comme l'Irlande et le Royaume-Uni, où le fait d'enlever les élèves issus de prendre que les autochtones ne diminue pas, mais augmente les inégalités. Ce sont des îles qui pratiquent une politique migratoire extrêmement stricte, c'est-à-dire ils laissent entrer des gens qui ont des diplômes. Et ces gens qui ont des diplômes viennent gonfler la classe moyenne. Donc, quand vous gonflez la classe moyenne, vous diminuez la dispersion de la statistique. Quand vous enlevez la classe moyenne, vous augmentez la dispersion de la statistique. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, enfin, ça n'a pas d'importance de toute façon. Ce qui est important, c'est de montrer que ce n'est pas l'immigration qui est le facteur explicatif. Le facteur explicatif apparaît quand on s'intéresse à un autre phénomène qui est celui des ségrégations dans les systèmes éducatifs. Alors je vais vous montrer de quoi il s'agit. Voici un graphique. Ça ressemble un peu au graphique avec tous les points qu'on parlait tout à l'heure, sauf qu'ici les points ne représentent plus des élèves. Les points représentent des écoles, des établissements scolaires, où ces élèves sont scolarisés. Donc ce sont toutes les écoles qui ont participé au test PISA en, je ne sais plus quelle année, je n'ai pas mis l'année, je pense que c'est 2015, mais je ne sais pas si c'est... les écoles sont rangées, toujours sur les mêmes axes. L'indice socio-économique, mais ici c'est l'indice socio-économique moyen des élèves de chacune de ces écoles, et l'axe vertical, le score PISA moyen des élèves de ces écoles. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit toujours cette image de points qui monte, mais on voit que c'est beaucoup plus resserré autour de la droite de régression. Hein. On voit qu'il y a un lien quasi mécanique entre l'origine sociale des élèves d'une école et les scores moyens de ces élèves au test PISA. Comparez ça avec la Norvège. On l'a vu tout à l'heure, les inégalités sociales, tout de suite, les inégalités sociales en Norvège sont à peu près du même ordre que ce qu'elles sont chez nous. Les inégalités sociales en termes de revenus, je veux dire. Mais oui. Est-ce que c'est un bon indice du coup? Parce que peut-être qu'ils ont une population pauvre moins nombreuse? Non, c'est ce que je viens de dire, non? Non, c'est pas vrai. C'est l'écart entre les bas et les hauts salaires. C'est peut-être pas un bon indice. Les revenus moyens, le PIB moyen par habitant de la Norvège est du même ordre que celui de la Belgique. Les écarts de revenus entre les 20% les plus riches et les 20% les plus pauvres, donc entre les deux quintiles extrêmes, sont du même ordre qu'en Belgique. Donc l'explication n'est probablement pas là-bas. Regardez. La première différence frappante, c'est que l'inclinaison du nuage de points est moins forte. Okay, c'est pas moi qui ai tracé ces lignes au jugé, hein, c'est une procédure de calcul pour calculer comment est la pente moyenne des points. La deuxième différence, regardez la dispersion des points. Et la dispersion verticale et la dispersion horizontale. Oui. Donc, il y a chez nous des écoles ghetto de pauvres et des écoles ghetto de riches. En Norvège, c'est un peu plus mélangé. Attention, il y a quelques écoles ghetto de riches aussi. Les écoles ghetto de riches, parce que n'oubliez pas que l'enquête PISA est faite dans tous les réseaux d'enseignement, y compris par exemple dans des écoles privées. Hein, il y a en Norvège des écoles privées, payantes, etc. Mais il y en a proportionnellement relativement peu. Mais voilà, ces élèves, ils sont dans ces écoles-ci. Ça va? Vous voyez? Donc, ceci, c'est le fait qu'il y ait une dispersion forte horizontalement comme ça,
c'est le signe d'une ségrégation sociale entre les écoles de pauvres et les écoles riches. Tandis que la dispersion verticale, c'est le signe d'une ségrégation académique entre les écoles qui ont de hautes performances académiques et les écoles qui ont de faibles performances académiques. Et donc, il y a une double ségrégation et il y a manifestement un lien statistique entre les deux ségrégations. Mais en Norvège, il y a moins de meilleurs qu'en Belgique. Eh bien, bonne question, merci de l'avoir posée. Il y a moins de meilleures écoles, mais il n'y a pas de meilleurs élèves. Il y a, si on prend les résultats des 10% d'élèves les plus performants chez nous, et les résultats des 10% d'élèves les plus performants en Norvège, on obtient à peu près les mêmes scores. D'accord? Donc les meilleurs élèves en maths en Norvège ont les mêmes résultats que les meilleurs élèves en maths chez nous. Mais où sont-ils? Ils sont dans les mêmes écoles que les élèves un peu moins bons. Dans d'autres mots, c'est ça le signe d'une mixité académique. À 15 ans, ils sont plus mélangés. Il y a moins d'écart. Mais attention, il y a aussi moins d'écart entre les élèves chez eux. Donc, l'écart entre les meilleurs et les moins bons est aussi plus faible. Mais l'écart entre les meilleures écoles et les moins bonnes écoles est un peu plus faible. Et ça, c'est pour quand les élèves ont 15 ans. Est-ce que PISA fait des enquêtes pour des élèves plus jeunes que ça? PISA ne fait que des enquêtes à l'âge de 15 ans. Ça, c'est de nouveau lié à l'idéologie de l'OCDE. L'OCDE estime qu'il faut jusqu'à 15 ans pour que tout le monde accède à ce qu'eux considèrent être les compétences de base essentielles pour assurer l'employabilité, même dans les emplois dits non qualifiés. Aujourd'hui, à peu près un tiers des nouveaux emplois sont des emplois non qualifiés, ou dits non qualifiés, c'est-à-dire non qualifiés, mais où on attend quand même qu'on sache baragouiner quelques phrases dans 2 ou 3 langues étrangères, on attend qu'on sache utiliser un ordinateur, on attend qu'on sache qu'on ait un petit peu de sensibilité culturelle et artistique, etc. Donc, ces compétences de base qui sont exigées de tous, et que l'école doit apporter à tous pour que le marché du travail ne doit pas les rémunérer comme des qualifications. Voilà. Et donc ça, l'OCDE estime que c'est le boulot de l'école jusqu'à l'âge de 15 ans. Et après, il faut alors que les uns aillent vers des filières qui préparent au marché du travail, que les autres aillent vers des filières. Oui. Tu peux me rappeler, tu as dit qu'il y avait 4 matières sur lesquelles les enquêtes. 4 matières. Donc ce sont surtout des matières. Tu peux les rappeler? Enfin, au départ, initialement, ce sont surtout 3 matières. Mathématiques, littératie, donc la compréhension de la lecture. C'est important, hein, ça veut dire par exemple que la capacité de rédiger un texte n'est pas du tout mesurée. Ce n'est pas considéré comme une compétence de base nécessaire aux yeux de l'OCDE. Mais la compréhension de la lecture, hein, comprendre le mode d'emploi d'une machine, comprendre, et ce qu'ils appellent des compétences de base en sciences. Et ils ont ajouté aujourd'hui c'est sciences et technologies. Et la technologie, c'est pour 90% les technologies de l'information et de la communication qui sont évaluées et qui sont mesurées. Un tout petit peu d'autres technologies, mais après. Alors on dit qu'il y a aussi un différentiel linguistique et que le finlandais dépasse tout le monde par l'efficacité, le rapport entre le signe et le son. Voilà. Il dépasse tout le monde par rapport au français, tu veux dire? Oui. Et le néerlandais? Le néerlandais est plus proche du finlandais que du français. Oui. Or, la Flandre est dans les pays les plus inégalitaires. Donc, l'explication linguistique, pour moi, elle tient pas beaucoup la route. Bien. Pour vous donner un exemple chiffré de cette ségrégation, je l'ai mesuré en calculant on a pris une définition d'école socialement ségrégée. On a pris comme définition une école dont l'indice socio-économique moyen s'écarte d'une certaine valeur qu'on a arbitrairement choisie, s'écarte d'une certaine valeur par rapport à l'indice socio-économique moyen du pays ou de la région. D'accord, hein, donc les écoles beaucoup plus riches que l'indice socio-économique moyen ou beaucoup plus pauvres que l'indice socio-économique moyen sont considérées comme écoles socialement ségrégées. Mais chez nous, 50% des élèves, 43% en Flandre, fréquentent une école socialement ségrégée. À Bruxelles, c'est 55%. 55% des élèves sont dans des écoles socialement ségrégées. Norvège, 19%. Finlande, 21%. Islande, 25%. Suède, 27%.
Royaume-Uni, 29%. Royaume-Uni, c'est évidemment. On a tous en tête l'image des écoles au Royaume-Uni qui sont des écoles privées avec des... C'est vrai, il y a ce système très ségrégateur, ou ségrégationniste, je ne sais pas comment il faut dire, au Royaume-Uni, mais ça concerne finalement une partie relativement restreinte du public scolaire dans son ensemble. Chez nous, c'est l'ensemble. Tous les élèves sont concernés par cette ségrégation qui est vraiment, qui marque vraiment notre système éducatif. Bien. Il y a un lien entre, on va petit à petit arriver au réseau, il y a un lien entre la ségrégation, qui est ici sur cet axe, et les inégalités sociales à l'école. Tout à l'heure, je vous ai montré un indice d'inégalité sociale. Vous avez vu que la Flandre, la Fédération Bruxelles, elle est là, elle est un peu perdue derrière la Tchéquie. Là, enfin, derrière la République tchèque, je ne sais pas comment il faut dire. Les nazis disaient la Tchéquie. Elle est un peu perdue là-bas. Et donc, vous voyez qu'il y a un lien statistique, une corrélation, hein, comme on dit, entre la ségrégation et l'inégalité scolaire. Mais il faut faire attention, parce qu'on pourrait se dire, oui, donc la ségrégation entraîne de l'inégalité. Le problème, c'est que ce genre de statistiques ne prouve pas ça. Moi, je pense que c'est vrai que la ségrégation entraîne, mais on ne peut pas se baser là-dessus pour le prouver. Pourquoi? Parce que si on a un contradicteur un peu scientifique dans la salle, il va dire, oui, mais c'est peut-être le contraire. C'est peut-être l'inégalité qui entraîne de la ségrégation. Et c'est pas si idiot que ça. Parce qu'on pourrait se dire que dans les pays où les inégalités sociales à l'école sont plus grandes, les parents fortunés vont avoir plus tendance qu'ailleurs à choisir pour leurs enfants des écoles d'élite. Parce qu'ils ont encore plus peur que leurs enfants se retrouvent dans des écoles de merde avec des gamins de merde. Et donc, on pourrait se dire qu'il y a une causalité dans l'autre sens. Et il y a d'ailleurs probablement une causalité dans les deux sens. Et donc la question c'est, comment peut-on démontrer d'abord sur le plan, enfin d'une part sur le plan statistique et d'autre part sur le plan théorique, pourquoi et comment la ségrégation et les facteurs qui créent de la ségrégation engendrent de l'inégalité scolaire. Alors, il faut d'abord parler un petit peu des... Non, mais si on prend le contexte politique, je crois qu'Orban va être très content de voir ça, non? Pourquoi? Parce que c'est la cohérence, l'originalité nationaliste hongroise. Et alors? Hein? Pourquoi est-ce qu'il serait content d'afficher que son pays est le plus inégalitaire? Je pense que par contre, il doit y avoir... Il est peut-être intimement content, mais je ne pense pas qu'il soit assez idiot pour aller afficher son contentement de l'inégalité sociale de son système éducatif. Non. Et alors, les Pays-Bas, il doit y avoir un problème linguistique aussi, hein, puisqu'il y a une forte minorité russophone. Hein. Oui, ça, c'est clair. Ouais. Mais bon, je n'ai pas étudié en détail la situation des Pays-Bas. J'en reviens à quels sont les mécanismes qui font que de la ségrégation sociale apparaisse, qui font que de la ségrégation académique apparaisse, et surtout les mécanismes qui font que l'une se renforce l'autre. La ségrégation sociale renforce la ségrégation académique et inversement. Alors, il y a toutes sortes de facteurs. Il faut commencer par la ségrégation résidentielle. Les quartiers riches, les quartiers pauvres, et on peut s'attendre à ce que dans les quartiers riches, il y ait plus des écoles de riches et dans les quartiers pauvres, des écoles de pauvres. On verra tout à l'heure que ce n'est pas si simple que ça. Mais enfin, on peut supposer que la ségrégation résidentielle est un des facteurs générateurs de ségrégation sociale. Un autre facteur qui fait que la ségrégation sociale s'auto-entretient, c'est notamment le coût des études. Je crois que c'est pas pour nous. C'est pas pour nous? Sauf si c'est gratuit, mais... non, mais c'est pas... Non. Il fallait rien dire. Ouais, jamais vu. Désolé, Nous ici, on ne voit que de la Il est trop tard pour le café. Si vous avez des écoles de riches et des écoles de pauvres, dans les écoles de riches, on va proposer, par exemple, des voyages scolaires, des activités dont le coût moyen sera un peu plus élevé, parce qu'on sait que les parents peuvent se le permettre. D'accord? Dans les écoles de pauvres, on va avoir moins cette tendance-là. Mais en faisant ça,
ça, qu'est-ce qu'on fait? On augmente la barrière à l'entrée. Et donc la ségrégation sociale s'auto-entretient avec ce type des études. Beaucoup plus important, l'affinité sociale dans le choix des écoles. C'est vraiment un des facteurs les plus importants qui auto-entretient la ségrégation sociale. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on choisit une école pour ses enfants, que font les parents? Ils vont demander à leurs amis, à leurs parents, cousins, cousines, aux voisins. Où est-ce que vous avez mis vos enfants? Ah, et vous êtes content de l'école, etc. C'est comme ça que ça se passe dans un marché scolaire. Mais les voisins, les parents, les amis, en général, statistiquement, ce sont des gens qui appartiennent peu ou prou à la même catégorie sociale que vous. Il est rare que le médecin invite un éboueur à sa table. Ça peut arriver, mais c'est statistiquement relativement rare. Et donc, l'affinité sociale dans le choix des écoles, elle s'auto-entretient. Il ne faut même pas forcément que les parents aient la volonté consciente de se dire « Ah, on veut une école où on va être entre nous dans notre catégorie sociale ». Il y a cette volonté consciente, sans doute, chez certains. Mais même si elle n'existe pas, par le simple fait des contacts, des réseaux de contacts sociaux, la ségrégation sociale va s'auto-entretenir. La ségrégation sociale, alors la ségrégation académique, elle provient déjà du redoublement. Le redoublement va faire que vous allez avoir des classes avec des écoles, avec des élèves qui ont, on va concentrer les élèves qui ont redoublé dans certaines écoles. Elle va être créée aussi par les filières hiérarchisées. Quand vous avez des écoles qui n'organisent que de l'enseignement général et d'autres qui n'organisent que de l'enseignement technique et professionnel, forcément, dès l'entrée dans le secondaire, à 12 ans, vous allez avoir un public différent qui va venir fréquenter ces élèves. Donc ça crée de la ségrégation académique. Alors, elle s'auto-entretient par les inégales exigences des enseignants. L'enseignant qui est face à une classe comme celle-ci, qui est captivée, qui écoute, qui est attentive, il va, et qui en plus arrive à suivre, à comprendre, il va avoir tendance à élever un petit peu son niveau d'exigence. Alors que le prof qui est face à une classe qui a du mal, qui a dur, etc., il va avoir tendance à un petit peu abaisser Donc, les exigences des enseignants s'adaptent au niveau académique de la classe, de l'école, et donc on auto-entretient ainsi des ségrégations académiques. Le recrutement des enseignants joue aussi. Et alors, il y a une situation qui transcende un peu la hiérarchisation sociale. C'est le cas particulier des enseignants. Donc les enseignants, en général, les enfants enseignants réussissent mieux. Bon, c'est comme ça. De toutes les catégories sociales, la catégorie sociale dont les enfants réussissent le mieux à l'école, ce sont les enfants d'enseignants. Ce sont ceux qui ont le meilleur score de toutes les catégories sociales. Pas seulement parce qu'ils ont peur, mais parce que... J'y reviendrai plus tard. Bien, continuons ici. Il y a la sélection à l'entrée. Même si théoriquement, tout élève qui dispose d'un certain diplôme, qui a réussi par exemple son enseignement, qui a terminé l'enseignement primaire, peut théoriquement entrer dans n'importe quelle école secondaire, en pratique, on sait bien qu'il y a une sélection à l'entrée, une sélection feutrée, une sélection qui ne se dit pas. Hein. Ah, montrez-moi un peu le résultat de votre enfant au CEB. Ah oui, mais oui. Écoutez, vous pouvez l'inscrire, hein, mais il sera peut-être plus heureux quand même dans l'école là-bas. C'est comme ça que ça se passe, sélection à l'entrée. La ségrégation sociale se transforme en ségrégation académique. Pourquoi? Parce que dans les écoles ou les classes où vous avez des élèves appartenant à des catégories sociales plus aisées, vous avez davantage de soutien, davantage d'encadrement, hein, parce que les parents ont plus la possibilité, la capacité, le temps peut-être, etc., ou l'argent simplement pour financer ce soutien, cet encadrement. Et donc la ségrégation sociale se transforme en ségrégation académique. Il y a le rapport au savoir aussi. Les enfants n'entrent pas à l'école avec les mêmes attentes en termes de carrière scolaire. L'enfant lui-même, tout à l'heure je parlais des réseaux sociaux des parents, mais l'enfant baigne dans ces réseaux sociaux. Et l'enfant voit que les amis des parents, ce sont des médecins, des ingénieurs, des bio-ingénieurs, hein, ou des ouvriers, des chômeurs, des avocats, pas des avocats, les avocats sont de l'autre côté. Bon. Enfin, il se construit une image de son destin social en fonction
du réseau dans lequel il baigne ou dans lequel baignent ses parents. Et il a très vite compris que la réalisation de son destin social passe par un certain type de trajectoire scolaire. Il le comprend assez vite, et donc il arrive à l'école avec un rapport à l'école, un rapport au travail scolaire et un rapport au savoir scolaire qui est fondamentalement différent. Le problème de l'école, c'est qu'elle suppose que les enfants arrivent tous avec le même rapport positif à l'école, le même rapport positif au savoir, alors qu'il appartient normalement à l'école de construire ce rapport positif. Et ça prend du temps, ça prend de l'encadrement, on y reviendra. Les attentes des parents. Dans les milieux socialement plus aisés, les parents ont des attentes plus élevées en termes d'ambition académique pour leurs enfants, et ces ambitions se traduisent par des pressions sur les parents, sur les enseignants. Et les enseignants qui sentent ces pressions, qui ressentent ces attentes, vont avoir tendance, peu ou prou, même s'ils résistent un peu, à s'y adapter. Inversement, la ségrégation académique se transforme en ségrégation sociale, parce que les stratégies de choix des parents sont différentes. Et comme les stratégies de choix des parents sont différentes, si les parents perçoivent qu'il y a des niveaux différents entre les écoles, ils vont avoir tendance à avoir des choix de l'école différents en fonction de leur propre appartenance sociale. Par exemple, quand on dit aux parents « Ah mais vous savez, dans le secondaire, toutes les filières se valent », il n'y a pas un enseignement qui est meilleur, le général n'est pas mieux que le technique ou le pôle professionnel. On prend bien garde de ne pas leur dire que le salaire moyen en Belgique de quelqu'un qui est sorti de l'enseignement général est 40% supérieur au salaire moyen de quelqu'un qui est sorti de l'enseignement technique ou professionnel. C'est comme ça c'est la réalité des chiffres aujourd'hui. Ça, on ne le dit pas aux parents, on dit les deux filières se valent. Et alors, il y a la connaissance du marché scolaire, bien sûr. Quand on dit aux parents, vous savez, vous entrez en secondaire, peu importe, toutes les écoles ont c'est le même tronc commun, toutes les écoles jusqu'à l'âge de 14 ans, et demain ce sera jusqu'à 15 ans, hein, c'est le même tronc commun. Ben, on sait bien, quand on est prof, quand on est cadre, quand on est médecin, on sait bien que c'est pas vrai. On sait bien que ce soi-disant tronc commun, dans les écoles qui ne font que du général, il n'est pas le même que dans les écoles qui ne font que du technique et du professionnel. Donc la connaissance du marché scolaire. Voilà tous les mécanismes, voilà en tout cas les hypothèses théoriques qu'on peut envisager pour expliquer. Alors regardez tout ce qui est bleu là, enfin moi je vois ça un peu, je suis daltonien, bleu-gris comme ça. Ce sont tous des mécanismes liés à des facteurs structurels, et à part celui-ci, presque tous liés à ce que j'appelle le quasi-marché scolaire. Alors, avançons un peu. Bruxelles. Vous avez les quartiers de Bruxelles, et la couleur des quartiers indique l'indice socio-économique moyen. Et là, vous avez toutes les écoles fondamentales. Et la couleur indique l'indice socio-économique moyen des écoles. Alors, première chose, il y a évidemment une concordance assez nette entre les zones rouges ici et les zones rouges là-bas. Et les zones bleues ici et les zones bleues là-bas. Mais, une étude qui a été publiée dans les cahiers du GIRCEF par Bernard Delvaux et Elise Serrat-Dioglou a montré, d'une part, que la ségrégation scolaire est beaucoup plus forte que la ségrégation résidentielle, et que le lien entre la distribution résidentielle et scolaire n'est pas aussi fort qu'attendu. En d'autres mots, pour le dire en termes plus simples, où il est le rond-point Montgomery. Là, dans ce coin-là, vous avez beaucoup de riches, mais vous avez aussi, dans les chambres de bonne, etc., vous avez des gens plus, dans certains immeubles un petit peu mal situés, sur des boulevards fort bruyants, etc., vous avez aussi des gens plus pauvres qui habitent. Et inversement, ici au centre, vous avez beaucoup de pauvres, mais vous avez aussi une certaine gentrification qui a lieu, vous avez des classes moyennes qui s'installent, etc., de certains bouts de quartier ou de certaines rues un peu mieux situées que d'autres, etc. Donc il y a de la mixité sociale un petit peu dans les deux quartiers. Et ce que montre leur étude, c'est que les pauvres d'ici vont à l'école là-bas, et les riches d'ici vont à l'école là-bas. D'accord? En d'autres mots, il y a une ségrégation résidentielle qui joue, qui est un des facteurs explicatifs de la ségrégation sociale entre les écoles, mais ce n'est pas le seul facteur et ce n'est pas l'explication première ou l'explication principale. Mais c'est un facteur explicatif, hein, c'est clair. D'ailleurs, on peut noter que dans des pays comme la Finlande, la Norvège, il y a une politique de déségrégation urbaine qui est assez active et qui est, en
tout cas plus efficace que la non-politique qu'on a chez nous. Bien. Deuxième facteur, les filières. Regardez les filières à 15 ans. Alors vous avez l'enseignement général, l'enseignement technique, l'enseignement professionnel. Ça, attention, c'est à 15 ans. Il y a des élèves qui, à 15 ans, sont encore au... Normalement, ils devraient être en 4e, à 15 ans. Il y a des élèves qui, à 15 ans, sont encore au premier degré, premier ou deuxième. Oui. Et puis, il y a des élèves qui sont dans l'enseignement spécialisé. Voilà. Donc, regardez. Oui, pardon. Les 10 colonnes, c'est les 10 déciles socio-économiques. Alors, 1, c'est les déciles les plus pauvres, les 10% d'élèves les plus pauvres. 10, c'est les 10% d'élèves les plus riches. Premier constat. Ici, au décile le plus pauvre, un peu plus de 20% en général, une vingtaine de pourcents en technique, une vingtaine de pourcents en professionnel, une vingtaine de pourcents, j'ai compris une fois 20%, là, c'est un peu plus chaque fois, hein, dans l'enseignement, qui sont encore au premier degré, donc qui ont redoublé au moins 2 fois, qui sont encore au premier degré, et puis regardez, plus de 10% qui sont dans l'enseignement spécialisé. Au 10e décile, pas loin de 90% sont dans le général, mais presque tous les autres sont dans le technique. Filière artistique. Et puis, vous en avez quelques-uns, très peu, qui sont dans le professionnel. Vous en avez davantage qui sont encore au premier degré, parce que dans ces catégories sociales-là, on préfère que le gamin double 3 fois plutôt que de le voir partir en professionnel. Et alors, vous avez 2 petites lignes grises là, tout en bas. Ça, c'est l'enseignement spécialisé. L'enseignement spécialisé, normalement, c'est pour des élèves qui souffrent d'une déficience physique, mentale. Vous avez vu à quel point notre soi-disant enseignement spécialisé est en fait une filière de relégation. Je pense que pour l'instant, ça se passe des commentaires. Donc c'est clair que les filières sont un mécanisme de sélection et de ségrégation. Ok. On peut regarder dans les différents pays si cette séparation en filières a un impact sur les inégalités sociales. Alors qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai pris 2 critères de filiarisation. L'orientation plus ou moins précoce. Il y a des pays comme la Belgique, enfin la Belgique francophone, la première sélection s'opère à l'âge de 13 ans, 14 ans. Il y a des pays où la première sélection s'opère après l'âge de 10 ans. Les pays, l'Allemagne, les pays des cantons alémaniques de Suisse, l'Autriche. Hein. En Allemagne, jusqu'à l'âge de 10 ans, c'est l'école primaire, et puis après, vous entrez soit dans la Hauptschule, soit dans la Realschule, soit dans le gymnasium, et donc vous êtes déjà en route, soit pour l'université, soit pour l'enseignement en alternance, et puis travailler chez BMW. Pas comme ingénieur, hein, comme donc, et puis, il y a des pays comme la Finlande, la Suède encore aussi, la Norvège, l'Écosse, partie du Royaume-Uni, où vous avez un tronc commun jusqu'à l'âge de 16 ans. Et d'autres pays comme la France, l'Angleterre, où c'est le tronc commun jusqu'à 15 ans. Bien. Et donc, nous sommes quand même parmi les pays où l'orientation est la plus précoce. Et puis, il n'y a pas que l'orientation précoce, il y a aussi l'importance de cette orientation. Si vous avez une orientation à 10 ans, mais qu'elle ne concerne que, on va dire, 5% ou 10% ou 15% des élèves, ça veut dire que la filialisation est relativement faible dans ce pays. Mais chez nous, la filialisation est beaucoup plus forte en termes numériques aussi. Hein, on sépare vraiment 3 groupes de taille plus ou moins égale. Alors, ici vous avez une combinaison des facteurs de filialisation. Disons qu'à droite, c'est des pays où il y a la plus forte filialisation de l'enseignement secondaire. À gauche, c'est où il y a moins de filialisation. Et l'indice d'inégalité sociale qui est là-haut. Et on voit que les pays se rangent de façon relativement disciplinée le long d'une ligne. Il y a quelques pays indisciplinés comme la France, la Roumanie, mais grosso modo, l'Italie et la Lettonie ou la Lituanie est là, la Lettonie. C'est de la pierre. Hein. C'est des indices. Et l'Autriche est là. Ça va? Donc, il y a un lien assez fort. Il y a un chiffre ici, 45%
C'est un chiffre assez compliqué, c'est ce qu'on appelle le coefficient de détermination statistique, mais disons grosso modo, ça veut dire qu'on peut expliquer 45% des différences d'équité sociale entre les pays par cette variable filialisation. D'accord ? 45% de la variance, comme on dit, de l'inégalité sociale, de l'équité sociale, peut s'expliquer ou peut être liée statistiquement à la filialisation. Et j'en arrive maintenant, enfin, à notre sujet. Vous allez me dire, il a fallu du temps, mais malheureusement, il faut le construire. Des réseaux inégaux. Au début des années 70, il y a un gars qui a publié à l'UCL, c'est son mémoire à l'UCL, qui a publié un mémoire qui s'intitulait L'école catholique, double point, une école de classe. Sans point d'interrogation derrière. L'école catholique, double point, une école de classe. Ce type s'appelait. Ça, c'est quand on devient vieux. Allez, l'ancien président du PSC. Depré, Gérard Depré. Il s'appelait Gérard Depré. C'était Gérard Depré qui, pour son mémoire, je ne sais plus si c'était une mémoire de licence ou de doctorat, je ne sais plus, mais avait fait une étude sur le caractère de classe de l'enseignement catholique. Il avait montré qu'il y avait beaucoup plus d'enfants riches dans l'enseignement catholique et plus d'enfants pauvres dans. Sur base des enquêtes PISA, j'ai réparti les élèves du libre et les élèves de l'officiel en Belgique, francophones, en 4 groupes. Donc, les 4 groupes, c'est les 4 quartiles socio-économiques. Si les 2 réseaux étaient, comment dire, avaient la même composition sociale, s'il n'y avait pas de ségrégation sociale entre les réseaux, on devrait avoir 25% dans chaque groupe, puisque c'est des quartiles socio-économiques, c'est chaque 25% des élèves. Mais la réalité, c'est que chez les pauvres, enfin, dans le livre, il y a 19% qui appartiennent au quartile le plus pauvre et 32% dans l'officiel. Inversement, dans le livre, il y en a 31% qui appartiennent au quartile socio-économique supérieur, le plus riche, et dans l'officiel, ils ne sont que 18%. En d'autres mots, il y a très clairement, entre l'enseignement libre et l'enseignement officiel, à l'âge de 15 ans, une ségrégation sociale qui est manifeste, qui est très très forte. Mais dans la pratique, l'enseignement officiel est obligé, ne peut pas refuser d'élèves. Oui. Et l'enseignement libre aussi. Non, théoriquement, l'enseignement libre ne peut pas refuser d'élèves. Hein. Mais ils le font quand même. Hein. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a des. Je vais me faire l'avocat du diable, il y a des préfets d'Athénée qui le font aussi. De la façon que j'ai expliqué tout à l'heure, qui font dire, oui, on peut l'inscrire, mais on vous conseille plutôt d'aller à l'inscrire. Je veux dire, le préfet de l'Athénée de Nivelles, que je connais bien parce que mes enfants ils ont fait leurs études, parce que j'ai beau avant moi travailler dans le catholique, j'ai quand même eu mes enfants dans l'enseignement officiel, mais l'Athénée de Nivelles, le préfet là-bas ne se gêne pas pour dire à des parents, ah mais votre gamin, il ferait mieux d'aller à l'IPET, l'Institut provincial d'enseignement technique, ou à l'IPAM, l'Institut provincial des arts et métiers. Il le fait. Il le fait exactement comme le directeur de l'Enfant Jésus et du collège de Nivelles vont le faire en disant « Ah, mais votre gamin, il ferait mieux d'aller au Sacré-Cœur. » Parce que le Sacré-Cœur, c'était l'école des pauvres. Hein. Il ne va pas dire « Il ferait mieux d'aller à l'IPAM. » Si, sur le tard, ça s'est un peu modernisé. Donc on osait même dire « Il ferait mieux d'aller à l'IPAM. » En général, on les envoie au Sacré-Cœur. Voilà. Donc, tu as raison. C'est vrai que le contrôle sur ces mécanismes d'évincement de certains élèves est certainement moindre dans l'enseignement catholique, parce qu'il est purement administratif et formel, que dans l'enseignement officiel. Ne fût-ce que parce que peut-être la présence de syndicats comme la CGSP va un petit peu plus exercer de contrôle, peut-être, je n'en sais rien, que la CSC dans l'enseignement catholique. Je ne sais pas, peut-être, je ne connais pas. Mais je me plais à le croire. Voilà. Mais toujours est-il que ce type de sélection se fait dans les deux réseaux. Bien. L'existence de réseaux, c'est un des facteurs qui permet de mesurer
si un enseignement est organisé ou non sur le mode d'un quasi-marché. Il y a d'autres facteurs. Donc, la polarisation en réseau, c'est un facteur. Je dis bien polarisation au réseau. C'est important ce terme, polarisation. Si vous avez une école, un pays, un système éducatif, avec, comme au Royaume-Uni par exemple, comme en Angleterre plutôt, un réseau privé extrêmement élitiste, mais qui est aussi extrêmement minoritaire, vous n'avez pas une forte polarisation, c'est-à-dire vous avez un tout petit pôle et une grosse masse en dessous. Oui. Mais si vous avez un système dans lequel vous avez 50% dans un réseau et 50% dans l'autre réseau, là vous avez une beaucoup plus forte polarisation. L'écart social peut être moindre, mais l'impact sur le marché scolaire est plus important dans un pays comme la Belgique où vous avez 50-50. 30-70 comme on fait. Deuxième facteur, la liberté de choix des parents. Dans quelle mesure les parents ont-ils la liberté de choisir l'école où ils inscrivent leur enfant, et dans quelle mesure y a-t-il des systèmes plus ou moins automatiques, plus ou moins contraignants d'affectation des élèves aux écoles. Il y a toute une gamme de systèmes qui existent, mais les systèmes les plus libéraux, ce sont les systèmes belges. Nous avons un contrôle ou une régulation de l'affectation, pour ainsi dire, seulement à l'entrée de l'enseignement secondaire. Dans l'enseignement maternel, l'enseignement primaire, il n'y a quasiment aucune régulation des inscriptions. Et en tout cas, nous sommes le seul pays d'Europe à ma connaissance, où, quand les parents vont inscrire leur enfant dans une école, on ne commence même pas par leur proposer une école. Dans tous les pays, la première chose, c'est qu'on propose une école. Dans certains pays, cette proposition est plus ou moins contraignante. Dans d'autres pays, on dit c'est la proposition, mais vous pouvez demander une dérogation. Dans d'autres, etc. Mais chez nous, on ne propose pas d'école. Oui. Qu'est-ce qu'on propose? Comment? Qu'est-ce qu'on propose? On ne propose pas d'école. Et qu'est-ce qu'on leur propose? On dit aux parents, débrouillez-vous. On dit aux parents, c'est à vous de choisir, vous allez choisir votre école. Il n'y a aucune proposition, on n'a pas une place garantie dans un établissement scolaire public. On doit se débrouiller, de trouver une place sur le marché. En d'autres mots, on rend. Quoi? C'est récent, ça, comme Ça a changement? toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été. Mais il semblait qu'il y avait eu un changement vers 2008-2009. Non, ça n'a jamais changé. Il fallait préventivement ses enfants dans une école et attendre qu'il y ait des places. Enfin, je ne sais pas. C'est le décret inscription à la région. Non, mais même le décret inscription. Le décret inscription ne change rien à ça. Chez nous, le premier acte dans le mécanisme d'affectation des élèves aux écoles, le premier acte, c'est le choix des parents. C'est par ça que ça commence. Alors ce choix des parents, il est encadré, on a le droit de choisir autant d'écoles ou plus, ça dépend des... Et chez nous, c'est toujours par là que ça commence. Et deuxièmement, cet acte n'est pas du tout, limité, enfin pas limité, c'est pas le bon terme, il est impératif, justement. Nous sommes le pays où il n'y a pas seulement une liberté de choix des parents, il y a une obligation de choix des parents. Les parents sont obligés de choisir leur école. Ils ne peuvent pas ne pas eux-mêmes la choisir. Dans la plupart, non, pas dans la plupart, dans tous les autres pays, les parents qui ne veulent pas aller sur le marché scolaire, ils prennent simplement la place qu'on leur a réservée dans l'école. En général, c'est l'école du quartier. L'école la plus proche. C'est ce que j'allais dire. Dans les pays qui pratiquent une politique, comme tu dis, de proposition, voilà. C'est-à-dire tous les pays, sauf la Belgique, oui. Ok, ce serait intéressant de savoir sur quels critères. Oui. Proximité. D'accord. On y vient. Mais en général, c'est presque partout la proximité. Mais comme en Finlande, par exemple, les municipalités sont libres de choisir les critères d'affectation des élèves aux écoles. Et certaines municipalités ont choisi de pratiquer des critères, pas seulement de proximité, mais aussi de mixité sociale. En Norvège, pareil. Islande, je ne sais pas. Je ne connais pas le système islandais. Il pourrait expliquer d'autres graphiques antérieurs. Voilà. Alors, regardez de nouveau le coefficient de détermination statistique, ici, 48%. Ça veut dire 48% de la variation est liée statistiquement à ce marché scolaire. Ah oui, j'ai oublié la liberté de recrutement, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure. Est-ce que
Est-ce que les chefs d'établissement ont une plus ou moins grande liberté d'accepter ou de recruter activement certains élèves? Donc ce sont ces trois facteurs qui sont aussi mélangés, on va dire, hein, dans ce qu'on appelle une combinaison d'idées. Bien, alors rappelez-vous, 48, tout à l'heure on avait 45. On va se dire, ah ben c'est génial, 48 plus 45, on a déjà presque tout expliqué. Mais non, ça ne marche pas. Parce que quand on combine les facteurs de filialisation et les facteurs de quasi-marché ensemble, on arrive qu'à expliquer 57%. On va dire, mais comment ça se fait que 49 plus 45, ça ne fait que 57? Et c'est parce que ces deux facteurs, la filialisation et le quasi-marché, sont aussi corrélés entre eux. Ils sont corrélés entre eux parce que les pays qui pratiquent une politique de tronc commun de longue durée sont aussi, en général, plutôt les pays qui pratiquent peu de marché scolaire, et vice-versa, avec quelques exceptions, mais statistiquement. Alors, on va essayer de gratter un peu plus. Quelle est la part du rôle du marché et quelle est la part du rôle de la filialisation? Vous avez ici un graphique, vous allez voir, c'est très simple à comprendre. Marché, filialisation. Les pays qui sont à droite sont ceux qui ont un libre marché scolaire, à gauche, moins de marché scolaire. En haut, filialisation précoce et importante, en bas, peu de filialisation. On voit déjà effectivement que les deux sont corrélés entre eux. C'est clairement, les pays qui sont à droite sont aussi ceux qui sont en haut, et ceux qui sont à gauche sont aussi statistiquement plutôt qui sont en bas, avec des grosses exceptions, la hausse, etc. Premier constat. Ah oui, pardon, j'ai oublié quelque chose. Ah, zut, j'ai oublié quelque chose. La taille des cercles, ainsi que leur couleur, mais comme je suis daltonien, j'ai vu les deux, la taille des cercles et leur couleur indiquent le degré d'équité, d'inéquité des systèmes éducatifs. Les grands ronds, c'est les systèmes les plus inéquitables. Les petits ronds, c'est les systèmes les plus équitables. Les ronds rouges, c'est les plus inéquitables. Les ronds bleus, c'est les plus équitables. Politiquement, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Alors, regardez, premier constat. Tous les pays qui ont un libre marché scolaire, un très libre marché scolaire, tous, c'est des grands ronds. En d'autres mots, il n'y a aucun pays en Europe qui parvient à avoir un système éducatif équitable, plus ou moins équitable, tout en pratiquant un libre marché scolaire, c'est-à-dire des réseaux, libre choix des parents, etc. Oui. Pourtant, la France, où il n'y a pas de... Attends, oui, on arrive à la France. Mais est-ce que tu es d'accord avec ce que je viens de dire? Je n'ai pas dit que l'absence de marché entraînait automatiquement de l'équité, mais j'ai dit la présence d'un marché entraîne toujours de l'inéquité. Oui. On est d'accord avec ça? Tous les pays qui ont un libre marché sont inéquitables. Deuxième constat. Tous les petits ronds. J'ai encadré tous les petits ronds. Vous allez me dire, mais il y a aussi un grand rond, je sais. Mais tous les petits ronds sont là. Tous les pays qui ont un degré d'équité élevé dans leur système éducatif, tous les pays qui ont peu d'inégalité sociale à l'école, ce sont des pays qui combinent peu de marché et peu de filialisation. C'est la conjonction des deux qui est la condition nécessaire, mais pas encore forcément suffisante, pour avoir de l'équité. Alors, il y a des exceptions. Enfin, ce n'est pas des exceptions aux deux règles que je viens de dire, mais ce sont des pays qui, malgré le fait qu'ils ont relativement moins de marché que nous et relativement moins de filiarisation que nous, comme la France et la Suisse, sont malgré tout fort inéquitables. Alors, pour la France, l'explication va venir dans un instant. Nombre moyen d'élèves par classe, dans les classes primaires en France. 35. On est aux alentours de 30, 31, par là. Donc 35, on peut monter à 35, mais on est aux alentours de 30 dans les moyennes. En d'autres mots, la France a un système éducatif où on met beaucoup trop peu de moyens sur l'enseignement maternel et primaire. Les conditions de travail, moi je pense que ça c'est un des facteurs explicatifs principaux pour la France. La Suisse, attention, la Suisse, il faut le coupler en deux. La Suisse francophone, elle est là. La Suisse germanophone, elle est là, comme l'Allemagne. Alors pour l'Allemagne, l'explication c'est que, je ne sais pas, l'explication. L'apprentissage. Par contre, on retrouve l'histoire de la Norvège et la Finlande, Oui. alors qu'ils sont extrêmement
Ils sont hauts dans les résultats PISA aussi. Ils sont Si on corrèle ça avec les résultats PISA. avec. Les résultats de PISA, Oui. Quelle est ta question? ces pays-là sont assez hauts dans l'échelle, non? Oui, ben oui, ils sont un peu. Attention, hein, les résultats de PISA que moi j'ai montré tout à l'heure, ce n'est pas les scores moyens de PISA, c'est le degré d'inégalité. Ce degré d'inégalité, on le voit ici au fait que c'est des petits ronds. Oui, ce sont des ronds bleus. Remarquez que la Suède, c'est moyen. Il faut savoir que la Suède avait, jusqu'à il y a 20 ans, exactement le même système éducatif que les autres pays américains. Et puis, il y a des gouvernements successifs de droite en Suède qui ont libéralisé le marché scolaire. Donc, ils ont gardé le système de filiarisation avec tronc commun jusqu'à 16 ans, mais ils ont libéralisé, c'est-à-dire ils ont autorisé des écoles privées, ils ont autorisé les parents à choisir beaucoup plus librement, ce qui a petit à petit créé de la ségrégation. Attention, aujourd'hui, 80% des élèves finlandais vont encore à l'école publique. Voilà, 80% vont encore à l'école publique. On est loin de la situation belge. Mais la filiarisation, le marché scolaire, petit à petit se développe. Et vous voyez la couleur qui commence à changer aussi, et le rond ici qui devient un peu plus grand qu'en Islande, en Norvège, en Finlande. Oui. Juste parce que ça fait plusieurs fois que je me le dis, l'Italie et la Grèce sont quand même très particuliers comme exemple, surtout l'Italie. Oui. Pourquoi la filiarisation est élevée en Italie? Eh bien, l'Italie, c'est le contraire de la France. En termes d'encadrement à l'école maternelle et primaire, ils sont parmi les pays qui ont le moins d'élèves par classe en maternelle et primaire. Je pense que c'est un facteur important dans le cas de l'Italie. Je pense. Hein. Je ne suis pas un expert de l'enseignement italien, mais je sais ça, en tout cas. Et donc, je peux émettre l'hypothèse que c'est peut-être ça l'explication. Et peut-être qu'ils ont un nombre d'écoles privées moins? Comment? Ils ont peut-être moins d'écoles privées aussi en proportion? Je me demande, je sais pas. Ils en ont moins que chez nous, en tout cas, oui, parce que sinon ils seraient là. Puisqu'ils sont plus au centre, ça veut dire que le marché scolaire est moins intense chez eux que chez nous. Ouais. Ça, c'est aussi un facteur explicatif, mais ce n'est pas le seul. Autre question? Je suis presque au bout, hein. Je crois. C'est pas en Suède où on a introduit les bons scolaires? La Suède, c'est pas en Suède qu'on a introduit les bons scolaires dernièrement? Oui, on a introduit des chèques scolaires. Des chèques scolaires. Des chèques scolaires, oui. Mais attention, hein, parce que le chèque scolaire, c'est un terme qui fait terriblement peur, mais je vous signale que le pays où le chèque scolaire est institutionnalisé, c'est la Belgique, hein, sauf que le chèque scolaire ne passe pas entre les mains des parents, mais il est institutionnalisé, puisque c'est un chèque scolaire via un tiers payant qui est l'État. Quand vous inscrivez votre enfant dans une école chez nous, qu'est-ce que vous faites? En l'inscrivant, vous dites à l'État, veuillez verser mon chèque scolaire, c'est-à-dire les subventions de fonctionnement et les subsides de subventions de traitement, hein, auxquels j'ai droit comme parent, veuillez les verser à cette école-là. Donc, en fait, le chèque est virtuel, mais il est là. C'est que vous recevez un chèque de l'État et vous le remettez à l'école où vous inscrivez vos enfants. La totale liberté de choix des parents chez nous revient en fait à un chèque scolaire. Avec une nuance, une petite différence, c'est qu'on ne peut utiliser son chèque scolaire que dans une école subventionnée. On ne peut pas utiliser chez nous le chèque scolaire dans une école purement privée. D'où le fait qu'il y a très peu d'écoles purement privées chez nous, alors que des écoles purement privées, marchandes, payantes, en Suède et en Europe. Ok, on arrive, oui, encore le redoublement, qui est un autre facteur de ségrégation. Je l'évoque ici. Chez nous, 38% des élèves ont redoublé à l'âge de 15 ans. En Flandre, c'est 22%. En Norvège, c'est 0. Islande, 0,9. Lituanie, Royaume-Uni, 2,9. Bon, ça tient en partie à... Il y a un aspect culturel là-dedans. Hein. La culture de la pratique du redoublement est inscrite dans notre système éducatif, mais je ne fais pas partie de ceux qui croient qu'il suffirait de le supprimer administrativement le redoublement pour résoudre ce problème. Je pense qu'il faut attaquer les chèques scolaires à la racine. Bon, mais je voulais quand même l'évoquer. 24% quand même. Et alors, le dernier facteur, j'en ai parlé dans le cas de la France, c'est la taille des classes, le financement de l'enseignement, parce que
Taille des classes et financement, c'est la même chose, hein, puisque 85% du financement sert à payer les profs, 90% dans certains pays sert à payer les profs. L'étude la plus intéressante, internationalement reconnue à cet égard, c'est l'étude STAR, Student Teacher Achievement Ratio, l'impact du nombre d'élèves par classe sur les apprentissages des enfants. Alors l'étude STAR, pour faire bref, c'est une étude qui a été réalisée dans l'État du Tennessee, qui s'y a fait sur 12 années. Alors, grosso modo, le mode opératoire de l'étude, c'est ceci. C'est un peu comme un test de médicaments en double aveugle dans un hôpital. On prend un échantillon d'élèves, là on a pris 6 000 élèves, 2 échantillons de 6 000 élèves, un qui était le groupe témoin, et l'autre c'est le groupe sur lequel on a fait le test. On a placé 6 000 enfants à l'entrée du kindergarten. Le kindergarten, c'est l'année pré-primaire, donc la dernière année qui est obligatoire dans l'État du Tennessee. On a placé 6 000 enfants dans des classes de petite taille. Petite taille, ça voulait dire entre, je crois que c'était entre 14 et 17, grosso modo, élèves par classe. Et puis, l'autre groupe, le groupe témoin, était placé dans les classes de taille normale. La classe taille normale au Tennessee, c'est 24 en moyenne, élèves par classe. Donc, 14, 15 pour les petites classes, 24, 25 pour les autres. Et on a essayé de les laisser en groupes séparés pendant 4 ans. Et puis, au bout des 4 ans, on les a mélangés. C'est une étude, un protocole expérimental qui serait impossible à mettre en œuvre chez nous. D'abord, il serait déontologiquement refusé. Deuxièmement, il y aurait certainement des responsables syndicaux qui demanderaient, ou des profs qui demanderaient, pourquoi lui, dans sa classe, il en a 14 et moi, j'en ai 24. On ne peut pas les répartir autrement. Chez nous, ça ne fonctionnerait jamais. Mais bon, au Tennessee, ça a marché. Et d'un point de vue scientifique, c'est une bonne chose que ça ait marché parce que ça donne des résultats très intéressants. Grade 4. 4e primaire, donc l'année où les élèves ont de nouveau été mélangés, puisqu'ils ont été séparés en kindergarten et grade 1, 2, 3. En 4e primaire, ils sont de nouveau mélangés. On constate que les élèves qui étaient dans les petites classes ont 6 mois d'avance sur les autres en mathématiques et ont 9 mois d'avance en moyenne en lecture. Alors on se dit, oui, mais là, ils viennent d'être remélangés, probablement que l'année suivante ou 2 années plus tard, l'avantage va se perdre. Que nenni, grade 8, donc l'équivalent de la 2e secondaire chez nous. L'écart en mathématiques est de 12 mois. L'écart en lecture est de 13 mois. Ne laissez plus jamais un pédagogue ou un ministre vous dire que le nombre d'élèves par classe n'a pas d'impact sur les apprentissages. Les preuves sont manifestes, hein, c'est un protocole expérimental, donc c'est un protocole expérimental en double aveugle. Ni les profs, ni les parents, ni bien sûr les enfants, ne savaient qu'ils participaient à une étude scientifique. On a suivi, donc les élèves, aux États-Unis et au Tennessee aussi, les élèves passent tous les, je pense que c'est 3 fois par an, des tests standardisés nationaux ou de l'État. Et donc on peut les suivre, pendant 12 ans on a suivi les élèves. En 10e année, c'est l'équivalent de la 4e secondaire chez nous. Les élèves qui ont été initialement scolarisés dans des petites classes, parce que chez lui, élèves de petite classe, c'est pas vrai, hein, c'est des élèves qui ont passé les 4 premières années de scolarisation en petite classe. Avec, par rapport aux élèves qui avaient passé les 4 premières années dans des classes normales, 16% d'entre eux, 17% étaient en retard scolaire, contre 43% des taux comme en Belgique. Là, 17%. Élèves en décrochage scolaire. On passe de 8,5 dans le groupe témoin à 1,8%. Les absences annuelles pour 100 élèves, on passe de 62 jours à 32 jours. Qu'est-ce que ça envoie les absences? C'est très simple à comprendre. Un gamin qui a un gros rhume, qui est un peu fatigué, qui ne se sent pas très bien, s'il a un rapport plus positif à l'école, un rapport plus positif au travail scolaire, il va moins facilement se dire oh, je reste à la maison. Voilà. L'écart est à 2 fois moins d'absence. Et les cotes moyennes en mathématiques passent de 62 à 73. Voilà, je crois qu'on va arrêter là. On va conclure. Quand on combine tous les facteurs structurels, c'est-à-dire quasi-marché, filiarisation et redoublement, tous ces facteurs structurels combinés, on arrive à expliquer
53% à peu près des différences entre les pays européens en matière d'inégalité scolaire. C'est énorme, 53%. Mais on voit la discipline des pays le long de la droite de régression est vraiment très très fort. Les Pays-Bas font exception, mais sans les Pays-Bas, on arrive à 67%. Et pourquoi est-ce que je me permets de mettre aussi le résultat sans les Pays-Bas? C'est pas parce que les Pays-Bas m'embêtent parce qu'ils font exception, c'est parce que les Pays-Bas, c'est le seul pays d'Europe pour lequel l'échantillon aux enquêtes PISA était jugé par l'OCDE non représentatif. Pour une raison très simple. Les Pays-Bas est un pays qui, si possible, est encore plus libéral en matière d'enseignement que la Belgique. 70% d'enseignement non public. 70% des élèves fréquentent l'enseignement non public, l'enseignement libre, subventionné, etc. 70% aux Pays-Bas. Donc c'est encore un peu plus, c'est 72, 73, c'est de l'ordre de la Flandre, même un peu plus que la Flandre. Et les écoles étaient libres d'accepter ou non de participer au test PISA. Résultat, l'échantillon qui est initialement choisi, il n'y a que 40% qui ont accepté. Et donc on a dû rajouter des écoles. Mais en rajoutant des écoles, on n'a plus la constitution d'un échantillon réellement représentatif. Et l'OCDE a jugé, enfin bon, ils ont des critères chiffrés de représentativité, et les Pays-Bas, c'est le seul pays qui était en dehors de... Donc, à mon avis, ça explique pourquoi leur indice dit d'équité est un peu trop élevé, parce que quelles sont les écoles qui vont refuser de participer? Ce sont celles qui ont le plus de difficultés, et celles qui ont le plus de difficultés sont justement les écoles qui concentrent les gamins, on va dire, les plus difficiles. Voilà. Et donc, voilà, si on résume, on a de la ségrégation sociale et académique. On a expliqué comment probablement et on a de l'inégalité sociale des résultats scolaires, mesurés entre autres par PISA, mais aussi par TIMSS et d'autres enquêtes internationales. Et on peut supposer, et même démontrer, que la ségrégation engendre de l'inégalité, même probablement qu'il y a aussi un effet retour dans l'autre sens. Alors qu'est-ce qu'on a montré statistiquement? Ces facteurs-là, réseau, libre choix, filière, redoublement et encadrement, permettent d'expliquer à peu près 53 à 67% de ces inégalités. Et ça passe sans doute par des mécanismes de ségrégation. Mais au total, on a 53 à 67% de l'explication des différences entre les pays européens qui vient de ces facteurs-là. Et on a vu que c'est impossible d'avoir de l'équité si on laisse le quasi-marché. Alors, facteurs comme immigration, inégalité de revenus, fortune expliquent à peu près 30%. Donc les écarts entre pays européens en matière d'inégalité de fortune, c'est de ça que je parle. La ségrégation résidentielle, c'est pas chiffré, et les pratiques pédagogiques, c'est pas chiffré non plus. Parce que c'est pas facile de chiffrer les pratiques pédagogiques. Je ne dis pas que les pratiques pédagogiques ne sont pas un facteur agissant important, mais je ne peux pas le mesurer. Alors, que faudrait-il faire pour combattre les inégalités sociales à l'école? Oh, je vais trop vite. Voilà. Selon moi, selon l'appel, il faut commencer par s'attaquer aux effets du marché scolaire. Si on ne s'attaque pas aux effets du marché scolaire, si on ne s'attaque pas au marché scolaire, c'est impossible d'aller vers de l'équité. La caractéristique, ce par quoi notre enseignement belge se caractérise d'abord par rapport aux autres pays, c'est ce libre marché scolaire. Et donc il faut réguler les inscriptions, et il faut supprimer les réseaux. La régulation des inscriptions, nous on a une proposition, c'est commencer par, dès qu'un enfant est inscrit dans une école ou qu'il change d'école, on commence par proposer une place dans une école ou pas. Une fois qu'on a proposé une place dans une école, une fois qu'on a ce mécanisme-là, on peut choisir les critères sur base desquels on propose. On peut proposer en combinant proximité et une recherche de mixité sociale. Et il faut le faire, bien sûr, dès la maternelle et pas à l'entrée du secondaire, comme on l'a fait avec le inscription, ce qui est tout à fait stupide. J'ajouterais, oui, moi je vais y arriver plus tard, suppression des réseaux, au moins ça va de soi, mais c'est probablement le point qui est politiquement le plus difficile. Je pense que politiquement, ce sera pour moi facile d'obtenir d'abord ça. Et une fois que tous les réseaux seront impliqués dans le même système
d'inscription, enfin de proposition d'inscription, je pense que ce sera plus facile dans une étape suivante de supprimer le réseau. Mais bon, ça c'est mon point de vue, ça c'est sur le débat sur le réalisme politique. Augmenter l'encadrement au début de scolarité, on a vu les résultats de STAR tout à l'heure, encourager cette pédagogie inclusive grâce à cet encadrement augmenté. Et alors, si tout ça est réalisé, on peut prolonger progressivement et structurellement, je vais expliquer pourquoi j'ajoute ça, le tronc commun. Le problème du pacte d'excellence, du pacte dit d'excellence, c'est qu'on fait exactement les choses à l'envers. On va encourager les pédagogies inclusives mais sans vraiment donner des moyens supplémentaires. On va prolonger le tronc commun, mais sans s'attaquer au marché scolaire. Et le risque, c'est qu'on va prolonger le tronc commun et que cette prolongation va être autant un échec que l'actuel tronc commun de 2 ans qui ne fonctionne déjà pas, qui n'est déjà pas vraiment un tronc commun. Et une autre raison pour laquelle ça ne marche pas, c'est que ce tronc commun n'est pas structurel. Par structurel, je veux dire ceci. Quand vous entrez dans l'enseignement secondaire, théoriquement, première et deuxième secondaire, aujourd'hui, théoriquement, vous êtes dans le tronc commun. Mais en pratique, théoriquement, première et deuxième secondaire, vous êtes dans le tronc commun. Mais en pratique, vous entrez dans une école qui est plutôt orientée enseignement général ou plutôt orientée enseignement technique et professionnel. Un tronc commun, structurellement commun, ça veut dire que le premier degré secondaire, les premières années du secondaire, celles qui appartiennent au tronc commun, doivent être structurellement séparées des années suivantes. Sur le modèle soit finlandais, où vous avez l'école commune jusqu'à 16 ans et puis le lycée, ou sur le modèle français, où vous avez l'école fondamentale, et puis le collège, qui sont le tronc commun, et puis le lycée, qui est les années... Mais on va opposer à ça le libre choix. Opposer à quoi, ça? À des mesures qui luttent contre la discrimination. On oppose le libre choix, oui. Voilà, donc... Mais attention, notre proposition n'est pas de supprimer le libre choix. Notre proposition est simplement de proposer une école aux parents. Proposer, les parents peuvent accepter ou refuser. Mais ce que montrent les études sociologiques, c'est que les parents des classes populaires, généralement, acceptent l'école qui leur est proposée. Et donc, si on cherche à combiner proximité et mixité sociale, en proposant une école, on va déjà garantir que toutes les écoles vont avoir plus ou moins un terreau relativement mixte. On a fait une étude de simulation sur Bruxelles. Regardez. Ça, c'est la réalité, on l'a vu tout à l'heure, ceci. C'est la situation actuelle. Oui. On a regardé, est-ce qu'il est faisable d'affecter les élèves aux écoles bruxelloises en générant plus de mixité et sans pour autant augmenter les distances domicile-école. On le voit déjà dans les couleurs. Les écoles rouges vifs ont disparu. Les écoles rouges vifs, c'est des écoles à très forte ségrégation sociale pauvre. Aujourd'hui, vous avez 21% d'élèves qui sont dans des écoles, les 10 catégories ici, on va dire, des 1, des 2, des 3, ce sont des écoles à forte ségrégation pauvre. Des 8, des 9, des 10 sont des écoles à forte ségrégation riche. D'accord, des écoles ghetto de pauvres et des écoles ghetto de riches. Aujourd'hui, vous avez 21% d'élèves qui sont dans les ghettos de pauvres et 20% qui sont dans les ghettos de riches. Avec notre système d'affectation, on arrive à 0% dans les ghettos de pauvres et 6% des ghettos de riches. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à 0% là? Parce que dans les quartiers là, il faudrait déplacer les élèves trop loin pour arriver à avoir vraiment supprimer complètement ces ghettos de riches. Mais enfin, et les écoles socialement mixtes, aujourd'hui dans les écoles réellement socialement mixtes, dans une catégorie des 5, des 6, on a 34% seulement d'élèves qui sont dans des écoles vraiment mélangées, et là on arrive à 76%. Oui. C'est pas une harmonisation par le bas, ça, du coup? C'est pas quoi? Une harmonisation par le bas? Une harmonisation par le bas? Oui. Pourquoi? Le niveau scolaire des élèves, on a vu qu'il était corrélé à... Pourquoi est-ce qu'il est corrélé? Oui, bonne question. Pourquoi est-ce que le niveau scolaire est corrélé à cause justement de cette ségrégation? C'est la ségrégation qui fait que les inégalités entre les élèves sont importantes.
S'il y a moins de ségrégation, on ne va pas faire du nivellement par le bas, on va faire de la mixité dans les classes, de la mixité dans les écoles, et dans une mixité équilibrée, les élèves, pas les plus faibles, mais les élèves des milieux sociaux les plus pauvres vont être davantage encadrés, entourés, entraînés par l'ensemble du groupe que si vous les mettez entre eux. Si vous les mettez entre eux, qu'est-ce qui se passe? C'est un facteur dont je n'ai pas parlé, mais pour moi il est très important. Les gamins sont beaucoup plus intelligents que nous le pensons. Les gamins savent très bien dans quelle école ils sont. Ils savent très bien que l'école où ils se trouvent, c'est une école d'élite ou c'est une école poubelle. Ils le savent, ils le ressentent et ils l'intègrent. Oui. Et ils l'intègrent comment? Ils l'intègrent en adaptant leur travail scolaire, leur intérêt pour l'école, leur attention à l'école. Ils vont l'adapter à l'image qu'ils ont du milieu dans lequel, enfin du milieu scolaire dans lequel on les a placés. Si vous les placez dans un milieu hétérogènes, mélangés, ils ne vont pas avoir ce sentiment de ghettoisation. Et chez les plus riches, on va dire qu'ils ne vont pas forcément travailler moins bien, parce qu'ils vont peut-être aussi un peu plus ressentir la concurrence des autres, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais surtout, ils vont peut-être un petit peu moins facilement en tout cas, intégrer cette idéologie d'appartenance à une élite. Hein, voilà. Peut-être. On va voir. J'ai fini. Merci beaucoup. Ouais. J'ai parlé combien de temps? Il est 8 heures en fait, oui. Moi aussi, Vous m'avez beaucoup interrompu là. oui, tout à fait. Je pense que... Mais comment appliquer un modèle aléatoire pour avoir des classes qui seront... Eh bien, ce n'est pas un modèle aléatoire. C'est pas un modèle aléatoire. C'est pas un modèle aléatoire. On va partir d'un indice socio-économique individuel qui peut être basé sur différents critères. On peut prendre le niveau de diplôme, la profession, et on peut prendre bien sûr les déclarations fiscales. Et on a toutes ces données dans la banque Carrefour de la Sécurité sociale. Elles sont disponibles dans la banque Carrefour. Donc on ne doit même pas les récolter. Elles sont là, elles sont à disposition. Il n'y a qu'à mettre en place le système. Et il ne faut pas changer la Constitution. Puisqu'on ne change, il ne faut pas changer la Constitution, puisqu'on n'impose pas le choix d'école. On propose une école. Mais on dit aux parents, voilà, il y a une école, une place qui est garantie pour vous là-bas. Combien de parents vont dire? Au début, les premières années, vont peut-être dire, moi je ne veux pas aller là. Puis ils vont se rendre compte que finalement les écoles sont beaucoup plus mélangées. Et les parents qui auront choisi de ne pas accepter l'école qui est proposée vont se retrouver sur un marché scolaire beaucoup plus étriqué, beaucoup plus étroit. Parce que dans les écoles qui aujourd'hui ont une bonne réputation, comme on dit, tout le monde aura accepté les places. Et donc ils vont se retrouver à devoir choisir sur le marché scolaire dans des écoles qui, petit à petit, je pense qu'il ne faudra pas 3 ans pour que les parents aient compris et qu'ils acceptent rapidement l'école. Et personne ne peut dire que c'est une atteinte à la liberté de choix, puisque les gens, on leur propose une école, s'ils la veulent, ils la prennent, s'ils ne la veulent pas, ils ne la prennent pas, et ils peuvent aller choisir ailleurs. Mais il reste un peu de choix d'ailleurs. Et alors, je reviens au modèle finlandais, donc ça consistait à avoir une classe en première primaire de 16 élèves, y compris éventuellement des enfants handicapés, et ils feraient route ensemble jusqu'à la fin du secondaire. Oui, c'est un peu plus compliqué que ça, malheureusement, parce que route ensemble, ça implique de garder le même nombre d'élèves dans les classes du début à la fin. Et alors, Non, mais ça ça pose un problème qu'il faut reconnaître, c'est un problème budgétaire. Réduire les effectifs à 15 élèves dans les premières classes, on peut l'envisager, mais le faire jusqu'au secondaire, 1, c'est coûteux, et 2, je dois malheureusement dire qu'il n'y a pas d'études statistiques qui montrent que le bénéfice des petites classes en secondaire est très très important.
Il y a un bénéfice, il y a toujours un bénéfice de réduire la taille des classes, mais le bénéfice en les premières années primaires, vous l'avez vu, il est très fort. Mais dans le secondaire, on a un effet bénéfique qui est de l'ordre de 5-6 fois moins fort que ça. Donc, c'est difficile de justifier budgétairement de maintenir des classes de 15 jusqu'en fin de secondaire. Nico, dans la proposition de la PET pour dire aux parents, la proposition qui est d'affecter, dire aux parents, vous avez cette école-là. Qu'est-ce qu'on fait des cours philosophiques? Qu'est-ce qu'on fait des réseaux, je veux dire? Non, mais même dans Un cours philosophique, moi je pars du principe que toutes les écoles sont... Je ne vois pas le lien entre les deux. Si on maintient le système actuel où les parents peuvent choisir le cours philosophique, dans toutes les écoles publiques, ils auront le choix du cours philosophique, comme maintenant. Donc, c'est la question de la laïcité de l'école. Ça, c'est une autre. Ça, c'est un problème beaucoup plus complexe. C'est comment, aussi longtemps qu'il existe des écoles confessionnelles, Oui, comment va-t-on gérer le système d'inscription? c'est ça. Donc, je redis, moi, ma préférence, c'est la suppression des réseaux et donc la fusion de toutes les écoles dans un seul réseau d'enseignement public, et donc laïque. Mais tant que restent des réseaux, on ne peut pas faire autrement que de... On ne peut pas demander aux parents, est-ce que vous préférez une école catholique ou est-ce que vous préférez une école publique? On ne peut pas demander ça, parce que ce sont les pouvoirs publics qui proposent l'école dans ce système-là. C'est les pouvoirs publics. Et les pouvoirs publics ne peuvent pas garantir le nombre de places disponibles dans l'enseignement confessionnel. Ce n'est pas leur tâche de garantir, ils ne peuvent pas d'ailleurs garantir le nombre de places disponibles dans l'enseignement confessionnel. Ils peuvent seulement garantir que chacun ait une place quelque part, hein, mais ils ne peuvent pas garantir une place dans l'enseignement confessionnel. Donc, ce qu'on peut demander aux parents, ce n'est pas est-ce que vous souhaitez de l'enseignement catholique, mais est-ce que vous accepteriez que l'école proposée soit une école catholique? Alors, on affecterait aux écoles catholiques seulement les enfants dont les parents ont dit oui, j'accepterai que, mais sans garantir qu'ils auront effectivement une école catholique. On ne peut pas, en d'autres mots, affecter à une école confessionnelle des enfants dont les parents ont dit moi je ne veux pas d'une école confessionnelle. Mais on peut affecter à une école publique des enfants dont les parents ont une confession, puisque l'école publique est ouverte à tous. Elle n'est pas ouverte à certaines confessions seulement. Elle ne se limite pas à certaines confessions. Et ça laisse supposer. Et ça laisse effectivement une certaine marge de marché scolaire. Donc la question est-ce que c'est une question de stratégie politique? Est-ce que la meilleure stratégie politique est de continuer à se battre pour obtenir les deux volets? Ce qui est passé. Je vais vous montrer mon schéma. Voilà. Est-ce que la meilleure stratégie est de se battre pour obtenir la première stratégie, c'est la stratégie maximaliste, se battre pour obtenir tout ça. Bon. Ça, c'est le programme de la PET. Le programme de la PET, c'est tout ça. Mais la stratégie de réalisation de ça politiquement, est-ce que c'est de se battre pour obtenir le tout, et tant qu'on n'a pas le tout, on n'est pas content? Ou est-ce qu'il y a moyen, la stratégie des défenseurs du pacte d'excellence, c'est de dire on va déjà obtenir ça, on va obtenir un petit morceau de ça et le reste on verra. Moi je suis contre cette stratégie-là parce que je pense que la prolongation du tronc commun va là pour le coup être un nivellement par le bas ou un échec complet. Donc je pense que c'est une stratégie extrêmement dangereuse et qui va être contre-productive par rapport à l'objectif qu'on dit rechercher. Je ne suis pas sûr que ce soit l'objectif réellement recherché. Donc nous on pense à la paix que ce serait intéressant de mettre en place une coalition de lutte pour obtenir ça. Pourquoi? Parce que ça, on pourrait l'obtenir avec le soutien de profs de tous les réseaux. Les progressistes qui travaillent dans le réseau confessionnel peuvent s'allier à ce type de revendication-là. Il y a aujourd'hui, moi je vois dans les conférences que je donne à gauche et à droite, il y a aujourd'hui, petit à petit, on commence à avoir une base qui accepterait ça.
Et donc, ceci est, je ne vais pas dire que dans les 3-4 années qui viennent, on va avoir une majorité pour l'obtenir, mais je pense qu'au sein des progressistes, on va dire, petit à petit, on pourrait obtenir ceci comme une vraie revendication forte. Je crois que si on devait l'obtenir un jour, on aurait une base plus favorable pour se battre pour ceci. Parce qu'on ne serait pas encore dans un réseau, mais les mécanismes d'affectation des élèves seraient quand même déjà vachement encadrés. Hein. On serait dans des systèmes extrêmement similaires d'affectation des élèves aux écoles, qui, à mon avis, de facto, nous rapprocheraient d'une fusion des réseaux. Et Nico, mais c'est parce qu'il était déjà annoncé en 95-96 avec le décret mission. On nous a dit jamais annoncé ça. Oui, c'est pas ça. Le décret mission avec les programmes, qui seraient appliqués dans le réseau libre et puis dans le réseau officiel, la concordance des programmes disciplines, la fusion des inspections ainsi de suite. Oui, mais il n'y a jamais eu de fusion des programmes. Hein. Oui. Il y a eu juste des socles de compétences ou des compétences terminales communes, mais avec ces compétences ou ces socles de compétences, chaque réseau a fait ce qu'il voulait en termes de programme. Et il y a même, je veux dire, on est dans une situation kafkaïenne à ce niveau-là. Moi, comme prof de maths et de sciences, avec la mobilité inter-réseau qu'on a chez nous dans l'enseignement secondaire, moi j'avais des élèves qui arrivaient par exemple en 4e chez nous, dans mon école Sacré-Cœur, en venant de l'ATD. Ils avaient vu déjà ce que moi j'étais chargé d'enseigner, mais ils n'avaient pas vu les bases de ce que j'étais chargé d'enseigner dans un